Alors bonjour à tous, je fais une petite vidéo pour corriger le schéma bilan, hein. Donc le schéma bilan, c'est ce document-là que je vous ai distribué où on voit que je vous ai donné du vocabulaire à placer en vous disant de euh, corriger, enfin de placer en fait les différents mots de vocabulaire sur les différents flux monétaires qui sont représentés, hein. Toutes les flèches, ça représente en fait un flux monétaire et vous avez des éléments qui sont dans les cases. Alors je vous invite le plus possible à, avant d'aller voir la correction, essayer d'y réfléchir par vous-même parce que c'est un super outil d'appropriation du cours. Si vous arrivez bien à faire ce schéma bilan, mine de rien, ça montrera que vous avez bien compris le cours et que vous avez compris les différents concepts. Qu'est-ce que c'est le financement externe, interne, qu'est-ce que c'est le revenu primaire, le revenu secondaire, que sont la valeur ajoutée, le BE, etc. etc. Mais bien sûr, je ne vais pas vous le laisser comme ça, pas corrigé, et je trouverais ça pas forcément très intéressant de vous balancer simplement juste comme ça à la correction pour que vous recopiez de façon mécanique. Et donc du coup, je vais avec vous détailler un petit peu pas à pas ce document pour revenir sur chaque élément les uns après les autres et permettre aussi non seulement de faire de la correction un peu plus dynamique et d'en profiter pour que pour vous ça fasse quelques rappels, de rappeler aussi certains éléments du cours. Donc ça fait une révision, une vidéo et un document qui peut servir de révision. Voilà, donc on s'y met. Alors, on commence notre schéma bilan, et puisque de toute façon c'est un circuit, hein, donc on pourrait commencer par n'importe quel bout, mais pour avoir un petit peu de logique, on va commencer par les revenus primaires, hein. Ce sont les revenus issus de l'activité économique, hein, comme on avait vu dans le cours. Et ces revenus primaires, on avait vu qu'ils n'étaient pas entièrement disponibles aux individus parce que les ménages doivent payer un certain nombre de choses, notamment les cotisations sociales qui servent à se protéger contre certains risques et les impôts, hein, qui servent à financer les services publics, et ça, on les paye à l'État. En contrepartie, l'État va redistribuer une partie notamment des cotisations sociales et va verser des prestations sociales aux individus qui y ont droit. Donc ça va être notamment l'allocation chômage, l'allocation retraite, la sécurité sociale, l'assurance maladie, etc. Et du coup, si on prend les revenus primaires, qu'on enlève les cotisations sociales et les impôts et qu'on y ajoute les prestations sociales données par les administrations publiques, on arrive au revenu disponible, c'est-à-dire le revenu dont les ménages peuvent disposer entièrement. Alors ce revenu disponible, les ménages ils peuvent faire deux choses avec, consommer ou épargner. Alors je vais commencer par l'épargne, hein, cette flèche-là, où on voit que du coup, leur revenu disponible, les ménages ils peuvent en épargner une partie. Et je vous rappelle que ça va vers cette case épargne financière et non financière, parce que l'épargne peut avoir plusieurs formes, hein. Si elle est sous forme financière, c'est par exemple sur un compte en banque, sur un livret A, sous forme d'action, ou elle peut être non financière, ça va être par exemple un objet, une maison, etc. Et déjà, on peut tout de suite compléter une partie de la boucle, parce que l'épargne, qu'elle soit financière ou non financière, elle va permettre aux individus de gagner un revenu. C'est ce qu'on appelle les revenus du patrimoine. Là, l'exemple que je vous ai donné, c'est les loyers, les dividendes ou les intérêts, hein. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les revenus du patrimoine. Et c'est ce que les ménages gagnent grâce à leur épargne, et ça retourne directement dans les revenus primaires, hein, et on peut recommencer la boucle, puisque voilà, si on gagne un loyer parce qu'on possède une maison, ou si on gagne des dividendes parce qu'on possède une action, c'est un revenu, c'est une forme de revenu primaire. Ensuite, si on prend l'autre côté de la boucle, la partie du revenu que les individus n'ont pas épargné, ils l'ont consommé. Ça veut dire qu'ils ont acheté des biens et des services aux entreprises sur le marché des biens et services. Et en contrepartie de cette vente, du coup, les entreprises, elles ont gagné leur chiffre d'affaires. Alors, on avait vu dans le cours que le chiffre d'affaires, hein, c'est simplement la mesure de la production d'une entreprise, mais ça ne correspond pas à la richesse qu'elle a réellement créée, parce que la richesse créée par l'entreprise, ça c'est la valeur ajoutée. Donc pour calculer la valeur ajoutée, il faut enlever les consommations intermédiaires à ce chiffre d'affaires. Donc si on fait chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire, on va trouver effectivement notre valeur ajoutée. Ensuite, cette valeur ajoutée, elle va être séparée en trois parties. On peut voir, hein, qu'on a trois flèches qui partent de la valeur ajoutée, effectivement, parce qu'elle est partagée en trois. Premièrement, il y a une partie qui va aller au salaire. Effectivement, hein, une fois qu'elles ont dégagé une valeur ajoutée, les entreprises, elles doivent payer leurs salariés. Et donc, cette flèche salaire, elle va retourner du côté des ménages, puisque c'est effectivement les revenus du travail. Et donc là, forcément, les ménages, avec ce revenu du travail, ça fait partie de leur revenu primaire. La deuxième flèche qui part de la valeur ajoutée, c'est une partie de la valeur ajoutée que les entreprises doivent payer à l'État, c'est l'impôt sur la production.
Donc que les entreprises payent aux administrations publiques, hein, parce que les entreprises, elles aussi, payent des impôts. Et enfin, la troisième flèche, ce qui reste de la valeur ajoutée une fois qu'on a payé les salaires et les impôts, c'est l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, qu'on appelle aussi le résultat d'exploitation. C'est la partie de la valeur ajoutée qui revient aux entreprises. Alors, cet EBE, il ne revient pas complètement non plus dans la poche de l'entreprise ou dans la poche de l'entrepreneur, et il va être lui-même séparé, pour simplifier globalement, en 3 parties. Premièrement, il y a cette flèche qui va vers l'État, c'est qu'il faut à nouveau payer des impôts. Effectivement, il va falloir payer l'impôt sur les bénéfices, les impôts sur les bénéfices qu'on paye justement si on a un bénéfice, si on a un EBE. Deuxièmement, on a cette flèche-là qui part vers l'épargne, c'est que le plus souvent, on avait vu que les entreprises, pour pouvoir avoir une activité et pour pouvoir justement produire les biens et les services qui ont été vendus, elles ont souvent dû emprunter et du coup forcément si elles empruntent, elles doivent rembourser cet emprunt et rembourser notamment les intérêts liés à cet emprunt. Et donc du coup tous les mois ou tous les ans, elles doivent payer l'intérêt qu'elles doivent à leurs prêteurs et ça elles le payent avec l'EBE. Donc ça typiquement c'est cette flèche-là. Parce que effectivement, les intérêts qui sont versés aux prêteurs, ils sont versés aux épargnants parce que les prêteurs, ils ont prêté leur épargne et on peut voir que en fait cette flèche-là, elle va directement ensuite après dans le revenu du patrimoine et ça devient pour les ménages un revenu primaire. Et ensuite, ce qui reste de l'EBE, donc on pourrait rajouter encore une autre flèche, on aurait pu rajouter l'amortissement du capital, c'est-à-dire le fait de remplacer le capital qui a été usé ou qui doit être remplacé. Là, je ne l'ai pas mis sur le schéma, histoire que je pense qu'il est déjà suffisamment fourni comme cela. Donc du coup, ce qui reste de l'EBE une fois qu'on a payé l'impôt sur les bénéfices et une fois qu'on a payé les impôts versés aux prêteurs, c'est ce qu'on appelle le bénéfice net. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui reste vraiment pour l'entreprise. Et ce bénéfice net, l'entreprise, elle va l'utiliser pour 3 choses. Premièrement, elle va payer les revenus mixtes de l'entrepreneur. Donc ça, c'est la flèche qui part vers le bas, là. Et effectivement, l'entrepreneur, le patron de l'entreprise, il gagne un revenu mixte. Ça veut dire que les revenus mixtes, c'est les revenus qui sont à la fois des revenus du capital et à la fois des revenus du travail. On paye l'entrepreneur parce qu'il possède des moyens de production et parce qu'il fournit du travail. Donc, il faut bien le payer. Donc, hop, ça part dans le revenu de l'entrepreneur. Et l'entrepreneur, c'est quand même lui-même un ménage. Donc là, il devient lui-même un ménage. Et donc, ça part dans les revenus primaires des ménages. Ensuite, avec ce bénéfice net, on va aussi payer nos actionnaires. C'est-à-dire, on va payer des dividendes. Et c'est pour ça que là, ça part directement vers l'épargne des épargnants parce que les dividendes, on les paye à ceux qui ont acheté des actions avec leur épargne et les actions, c'est une forme d'épargne financière et donc du coup, on verse des dividendes aux épargnants, aux actionnaires qui ont acheté des actions avec leur épargne et ces dividendes, c'est directement un revenu du patrimoine. Donc là, pareil, ça continue la flèche vers le bas. Voilà. Et la troisième chose qu'on peut faire avec le bénéfice net, globalement, ce qui va rester en fait de ce bénéfice net une fois qu'on a payé ça, c'est l'épargne. Et cette épargne, on peut l'utiliser pour investir, c'est-à-dire pour racheter des biens et des services. Alors là, j'ai fait une flèche directement vers l'entreprise parce que l'entreprise va l'utiliser pour produire. J'aurais pu faire la flèche directement vers le marché des biens et services en fait parce qu'on va acheter des biens et services, mais bon, je voulais pas faire une flèche trop longue non plus. On comprend bien l'idée de une partie du bénéfice retourne dans l'entreprise parce que on va acheter des biens pour l'entreprise. Voilà, il nous reste encore plus que 2 flèches. Donc là, en fait, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est on a vu qu'un seul mode de financement de l'entreprise. On a vu comment l'entreprise pouvait s'auto-financer. On a vu comment l'entreprise pouvait se financer grâce à sa propre épargne. Mais l'entreprise, elle a d'autres modes de financement. Il y a notamment le financement... Donc, elle a d'autres modes de financement, le financement externe, et il y a le financement externe direct et le financement externe indirect. Alors je vais commencer par le financement externe direct. Le financement externe direct, c'est quand on passe par les marchés financiers et qu'on a des épargnants, donc des ménages le plus souvent, qui vont acheter des actions de l'entreprise. Donc ça, voilà, c'est cette flèche-là qui va de l'épargne en passant par les marchés financiers directement vers l'entreprise. Et vous voyez que je remets pas de légende ici, mais en fait, ce financement direct, il va aussi bien vers les entreprises que vers l'État.
hein, puisque l'État aussi se finance de façon directe sur les marchés financiers en émettant des obligations. Donc le financement direct, hein, c'est acheter des actions ou acheter des obligations, enfin, ou du point de vue de l'entreprise, vendre des actions ou vendre des obligations, et du point de vue des ménages, acheter des actions ou acheter des obligations. Mais il y a aussi une part de financement indirect, et ça, c'est la flèche justement qui, entre l'épargne et l'entreprise, passe par la banque, parce que la banque joue le rôle d'intermédiaire, et du coup, c'est ce qu'on appelle le financement indirect ou le financement intermédiaire. Hein, les deux termes sont synonymes. Voilà, on a terminé, on a la totalité du schéma bilan, j'espère que c'est suffisamment clair, et en tout cas là vous avez quasiment toutes les informations, tout ce qu'il faut vraiment connaître sur le cours, qui est, évidemment c'est un résumé, hein, il faut quand même connaître les différentes choses, mais au moins ça vous permet de voir visuellement en une seule fois tous les éléments importants du cours.